Bonsoir à toutes et à tous. En l'espace de 48 heures, le Venezuela est devenu l'enjeu d'une bataille diplomatique mondiale. Trump, Poutine, Macron, Xi Jinping et même le pape se sont prononcés sur cette crise politique majeure qui secoue le pays, chacun ayant choisi son camp pour ou contre le président Nicolás Maduro, un président contesté dans le pays par le jeune leader de l'opposition, Juan Guaidó, qui s'est autoproclamé chef d'État par intérim. Dans la rue, les manifestations ont déjà fait 14 morts. Alors qu'est-ce qui se joue actuellement au Venezuela? Pourquoi le monde entier a-t-il les yeux rivés sur Caracas? Et la situation peut-elle dégénérer, sachant que Donald Trump n'exclut pas une intervention militaire pour soutenir l'opposition? C'est le sujet de cette émission de Ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Venezuela, la crise qui divise le monde ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Boniface. Vous dirigez l'IRIS, c'est l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et vous êtes l'auteur de Requiem pour le monde occidental qui vient de paraître aux éditions Erol. Nous accueillons Philippe de Sertine, vous dirigez l'Institut de Haute Finance, vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et votre dernier livre, Le talent et les assassins, aux éditions Anne Carrière. Nous accueillons Paola Vesquez, vous êtes franco-vénézuélienne, spécialiste du Venezuela et auteur de Pays hors service. Donc, il s'agit du Venezuela qui sortira en mai prochain aux éditions Buchet-Chastel. Et enfin, François-Xavier Freland, journaliste, vous avez été correspondant au Venezuela pour RFI et France 24 de 2008 à 2014. Vous êtes l'auteur de ce documentaire, Les résistants, le combat des exilés vénézuéliens sur Public Sénat et auteur de Qui vaut la peau d'Hugo Chavez aux éditions du Cherche Midi. Pascal Boniface, pourquoi est-ce que le monde entier se passionne et même a choisi son camp pour ou contre Maduro, le président du Venezuela? Oui, on a un nouveau point de crispation entre l'Ouest et le reste du monde. C'est vraiment l'Ouest contre the West versus the rest. Tout le reste du monde, une grande partie soutient Maduro. Par contre, les Occidentaux sont assez unis pour dire qu'il doit partir et qu'il faut un changement de régime. Alors, pourquoi? Parce que le Venezuela est devenu le point de crispation, effectivement, parce que c'est un pays pétrolier, parce que 10 à 15% de sa population a fui en l'espace de 2 ans, donc c'est quand même spectaculaire, et que l'inflation, effectivement, parle à tout le monde, 1 million de pourcents d'inflation sur l'année, on voit bien que c'est quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. Donc c'est un pays qui, pendant très longtemps, avait agité l'imaginaire, parce que Chavez tenait tête aux Américains, il incarnait une autre voix que Lula, mais une voix de résistance américaine, il n'est plus là, Maduro le remplace assez mal, et donc ce pays qui était déjà un peu connu est devenu le point de résistance pour les anti-occidentaux, par rapport aux Occidentaux. Et puis, mettons en plus le facteur Trump et sa menace d'intervention militaire qui rappelle quand même une époque que l'on pensait révolue, c'est la doctrine Monroe, les interventions américaines dans la région, que Obama avait définitivement relayé au rayon historique. Je ne pense pas que les Américains interviennent, mais le fait qu'ils l'évoquent permet de ressusciter tous ces souvenirs de la guerre froide. Mais Philippe de Sertine, c'est vrai que dans ce monde où tout change, on a l'impression là qu'on est revenu dans cette bonne vieille guerre froide du XXe siècle avec un président sud-américain de gauche soutenu par Moscou et de l'autre côté une opposition pro-américaine soutenue par les gringos, les Yankees de Washington. Mais comme vous dites, dans un monde où tout change, nous avons quand même des invariants que l'on peut sans arrêt retrouver, notamment dans cette affaire. C'est d'abord cette question du leadership mondial. Vous avez évoqué la Russie, mais bien sûr, c'est la Chine aussi. C'est-à-dire Chine plus Russie contre les États-Unis. Donc là, on est vraiment dans la zone de friction, en réalité, qu'on retrouve partout en ce moment. Et puis, la deuxième dimension qui est extrêmement importante dans le Venezuela, c'est la question du pétrole. Ce sont les premières réserves de pétrole du monde. Alors maintenant, effectivement, il y a le pétrole de schiste américain, mais vous vous rendez compte, c'est-à-dire c'est un pays avec des réserves de pétrole incroyables. Il y a plus de pétrole au Venezuela en réserve qu'en Arabie Saoudite. Absolument. C'est-à-dire, alors simplement, évidemment, c'est un pétrole très particulier, c'est un pétrole très lourd dans des schistes bitumineux qui sont très compliqués à gérer, mais c'est une réserve de pétrole incroyable, c'est-à-dire ce pays qui s'effondre littéralement en matière économique depuis maintenant plusieurs années, et en particulier évidemment depuis plusieurs mois, c'est un pays normalement qui était assis sur un tas d'or noir. C'est incroyable. Paolo Vasquez, comment on le vit au Venezuela de voir que le monde entier, même le pape, y est allé de son commentaire, Xi Jinping, on l'a dit, le monde entier suit
cette crise politique au Venezuela? Le Venezuela, c'est un pays de 30 millions d'habitants, c'est pas... Oui, mais c'est un pays qui a joué un rôle important dans l'histoire latino-américaine parce que c'est un ancien producteur de pétrole, c'est fondateur de l'OPEP, c'est un pays qui a nationalisé son industrie pétrolière en 1976, c'est-à-dire c'est un pays qui a donné beaucoup de support aussi à d'autres pays latino-américains et qui maintenant se trouve dans une situation inverse d'être dans une crise humanitaire sans précédent en Amérique latine et que les pays voisins donc doivent recevoir des Vénézuéliens qui arrivent affamés, malades, fatigués. Il n'y a même pas de vaccination, des programmes de vaccination de santé publique. La santé publique vénézuélienne est même démantelée. Et c'est une pression intéressante, surtout qui vient pour les pays voisins. Et pour imaginer un peu comment ça se vit, cette inflation de milliardaires, ça provoque c'est une économie de guerre. En fait, les foyers vénézuéliens vivent comme si c'était une guerre qui produit, pareil, des morts, qui produit de la faim. Mais il n'y a pas de bombardement. Mais oui, il y a les tickets de rationnement mis en place par les gouvernements, que c'est des cartons de nourriture qui arrivent, etc. Et surtout, il y a cette destruction de l'appareil productif qui fait qu'il y a un énorme chômage, il y a une dépendance extrêmement importante de toutes les aides que les gouvernements puissent fournir et qui sont en déclin, comme il est en déclin tout dans les pays. Et surtout, il y a cette question d'avoir fait un programme économique très irresponsable. Ce n'est même pas un programme, c'est d'avoir laissé couler les choses parce que je soutiens qu'il y a des responsables directs de ce qui se passe aujourd'hui. Ça aurait été, on aurait pu éviter une telle situation en 2014 et on ne l'a pas fait. Donc il y a une grande responsabilité politique sur ce qui se passe. François-Xavier Freland, donc mercredi dans les rues de Caracas, il y avait des centaines de milliers de manifestants, il y a eu 14 morts. Il y a un leader de l'opposition qui s'est autoproclamé président par intérim. L'histoire peut s'écrire ces jours-ci. Le président Maduro peut être démis. On peut avoir un changement de régime à Caracas. Alors écoutez, déjà, ce n'est pas la première fois qu'on arrive à une situation aussi tendue au Venezuela. Bon, pour ma part, j'y ai habité dans les années 2008. Déjà, il y avait d'immenses manifestations de l'opposition dont on parlait moins, parce qu'à l'époque, on ne parlait que de Chavez. Alors c'était Hugo Chavez à l'époque, hein, voilà, c'était Hugo Chavez, le père spirituel de Nicolas Maduro. Et on pensait que tout allait bien dans le meilleur des mondes, dans ce pays qui était un exemple de démocratie. Hein. On nous rappelait toujours que c'était la démocratie participative, la fameuse, avec beaucoup d'élections, sauf que déjà, il y avait des soupçons de fraude, déjà à l'époque de Chavez, notamment pour la dernière élection de Chavez en 2012. Vous trouvez qu'on a un œil romantique et un peu généreux vis-à-vis de ce qui se passait au Venezuela? Je dirais même un œil occidental romantique, pour rebondir sur ce qu'a dit M. Boniface. On va y aller tout de suite. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui prend fait et cause pour Nicolas Maduro en disant... Je vais vous donner un exemple qui va parler aux Français. On est en pleine crise des Gilets jaunes actuellement. J'ai cru entendre M. Mélenchon parler de révolution, de quelque chose d'incroyable dans les rues de France, et que certains même de ses représentants, je ne les citerai pas, ont appelé à faire tomber Macron, qui n'était plus, selon eux, le président légitime. Vous avez des millions de Vénézuéliens qui manifestent depuis d'ailleurs assez longtemps, mais récemment, là, dans les rues de Caracas, pas loin du million dans les rues de Caracas qui ont manifesté. Monsieur Mélenchon les a traités de gens, alors d'abord à la solde des États-Unis, mais surtout faisant un coup d'État. Vous voyez, il y a deux poids, deux mesures, il y a deux vocabulaires. Quand il s'agit d'un président de gauche, que dis-je, d'extrême gauche ou néo-populiste, alors là, tout de suite, c'est un coup d'État. Mais s'il s'était agi d'un Pinochet, on aurait parlé d'une révolution. Mais c'est curieux de voir que ce Nicolas Chavez avait tout de suite le ton monte là. Il déchaîne les passions. Alors, Paola Vasquez, vous êtes vénézuélienne, bon, mais nous, ça nous paraît loin, le Venezuela. Pourquoi est-ce que ce pays, pourquoi est-ce que ce leader, Hugo Chavez, vous avez vu, tout de suite, la tension monte? Parce que Hugo Chavez, c'était un peu, finalement, un nouveau Castro dans l'imaginaire collectif, avec ses soutiens et ses opposants, avec à peu près les mêmes lignes de clivage, d'ailleurs, de ceux qui pensaient que Castro remettait en cause l'impérialisme américain et d'autres qui pensaient qu'il mettait en place une dictature contre son pays. D'ailleurs, l'un pouvait être vrai et les deux pouvaient d'ailleurs se mêler. Et donc, Chavez, dans les années 2000, a représenté cela face à George Bush, qui menait la guerre d'Irak. Et donc, il incarnait la résistance à George Bush. Et c'est pour cela que, si on prend l'exemple de Lula, par exemple, qui lui aussi voulait tenir tête à George Bush, mais de façon plus soft, il n'avait pas diabolisé Chavez. Il voulait garder des bonnes relations avec lui, parce qu'il savait qu'il représenterait quelque chose. Là, qui était président du Mexique. Du Brésil, et qui était, disons, l'équivalent d'un social-démocrate bon teint.
élus normalement, etc., dont personne ne remettait en cause les créances démocratiques. Mais Lula faisait attention à Chavez, il voulait bien le traiter parce qu'il savait qu'il représentait quelque chose. Le problème de Maduro, mais c'est un peu comme Lula, on lui a mal succédé, il n'a pas trouvé quelqu'un qui avait ni sa légitimité historique, ni son charisme, c'est que Maduro, c'est un nain par rapport à Chavez. Et que Chavez pouvait se permettre des choses que Maduro ne peut pas se permettre. Alors, la situation économique globale a changé. Mais je pense que si Chavez était encore au pouvoir, les choses se passeraient différemment. Et on a avec il n'a Maduro, aucun charisme, ce que vous voulez dire, Nicolas Maduro. Il n'a pas de charisme, il n'a pas de légitimité historique. Il n'a même pas le vernis. Et il limite Chavez. Il a été mis en place par Chavez, mais ça aurait été n'importe qui d'autre. Et donc, effectivement, il ne parle pas au peuple et à la conscience collective mondiale comme Chavez le faisait. Alors, le Venezuela a donc en ce moment 2 présidents depuis mercredi, puisque Juan Guaidó, le jeune chef du Parlement, s'est autoproclamé président par intérim. Il est soutenu par des manifestations monstres à Caracas. Son but, éjecter du pouvoir Nicolás Maduro, le président en place, accusé d'être responsable du désastre économique que connaît le pays depuis plusieurs années. Un désastre économique qui a poussé, on en a parlé, plus de 2 millions de personnes à fuir le territoire. C'est un sujet de Céline Martel et Michel Bouilly. À gauche, Nicolás Maduro, 56 ans, chef de l'État depuis 6 ans. À droite, Juan Guaidó, 35 ans, leader de l'opposition à la tête de l'Assemblée nationale. Un duel, symbole d'un Venezuela fracturé, où des centaines de milliers de personnes ont manifesté ce mercredi pour réclamer la fin du régime en place. Contesté par la rue, le président Maduro s'accroche. Hier, c'est en tenue d'apparat qu'il se rend à la Cour suprême. Une guerre des symboles et des mots pour affirmer son autorité. S'il reste un peu de sens et de rationalité, je le dis au département d'État, avec force et rationalité, en me fondant sur le droit international, vous devez obéir à l'ordre donné par le gouvernement du Venezuela. Dans ce bras de fer, il peut compter pour l'instant sur le soutien indispensable de l'armée. Nous reconnaissons comme légitime le président de la République bolivarienne du Venezuela, notre commandant en chef, le citoyen Nicolás Maduro Moro. Loyaux toujours, traître jamais. Quand l'un parade, l'autre se cache depuis qu'il s'est autoproclamé président par intérim du Venezuela il y a 2 jours. Encore inconnu du grand public le mois dernier, Juan Guaidó a réussi le tour de force d'unir les opposants au régime. Aujourd'hui, sous la menace d'une arrestation, le leader de l'opposition n'a accordé qu'une seule interview à la télévision américaine depuis un lieu tenu secret. Fort du soutien des manifestants, il propose une amnistie à Nicolás Maduro et aux militaires. Ça s'est déjà fait lors de périodes de transition, comme lors du coup d'État de 1958. Nous ne pouvons rien exclure aujourd'hui. Une proposition de sortie de crise pour tenter d'éviter un embrasement du pays. Au moins 20 personnes ont été tuées cette semaine et on dénombre plus de 350 arrestations. La crise politique vient s'ajouter à une crise économique et humanitaire. Dans ce pays où le pétrole représente 95% des exportations, la chute des cours du baril en 2014 a eu des conséquences dramatiques sur la croissance. Très vite, la monnaie nationale ne vaut plus rien et les pénuries se multiplient dans les magasins. L'inflation atteint plus d'1 million de % cette année. Je n'ai pas de nourriture à la maison, c'est pour ça que je manifeste. Putain de Maduro, il faut qu'on se débarrasse de lui. C'est le moment de mettre fin à la dictature. Il faut descendre dans la rue. On en a marre d'avoir faim, des pénuries de médicaments, des gens qui meurent dans la rue. J'en appelle au peuple vénézuélien. C'est le moment de manifester. Beaucoup ont déjà quitté le pays, 2,3 millions depuis 2015. La majorité ont fui vers la Colombie et le Pérou et guettent aujourd'hui avec attention les réactions de la communauté internationale. Donald Trump a été le premier à légitimer Juan Guaidó. Les citoyens du Venezuela ont souffert depuis trop longtemps entre les mains du régime illégitime de Maduro. Aujourd'hui, j'ai officiellement reconnu le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaidó, le président par intérim du Venezuela. Le président américain est rapidement suivi par 11 pays voisins. En Europe, les dirigeants appellent à la tenue d'élections libres. Seul Emmanuel Macron se positionne clairement contre le régime de Maduro.
Après l'élection illégitime de Nicolás Maduro en mai 2018, l'Europe soutient la restauration de la démocratie. Je salue le courage des centaines de milliers de Vénézuéliens qui marchent pour leur liberté. Mais le pouvoir vénézuélien peut encore compter sur des alliés de poids. La Russie dénonce une usurpation du pouvoir par l'opposition, tout comme la Chine et la Turquie. Alors, question téléspectateur, le Venezuela est-il au bord de la guerre civile? François-Xavier Freland, parce qu'on a d'un côté donc, le président, alors mal élu, et donc dont l'élection a été contestée, et en face on a ce chef de l'opposition qui est président de l'Assemblée nationale et qui donc revendique le pouvoir du fait que, en estimant que Nicolás Maduro a été mal élu. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a deux camps au Venezuela qui se regardent en chien de faïence et que ça pourrait dégénérer? Alors déjà, on l'a vu déjà aussi sur ces images, je le répète, vous avez d'un côté une grande majorité des Vénézuéliens qui sont contre cet homme, il y a eu des sondages, il y a eu la rue, on peut regarder dans les images, on voit rarement la foule autour de Maduro, il n'y en a pas. Il est bien soutenu. Donc, juste une chose, une guerre civile, il faut qu'il y ait deux foules. Oui. Or, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, déjà. Donc, effectivement, il y aurait peut-être une guerre, il pourrait y avoir une guerre, bien entendu, parce que peut-être que certains vont vouloir à un moment déloger cet homme de là où il ne veut pas partir, donc il y aura peut-être des combats. Mais en face, vous n'aurez pas une foule, vous aurez l'armée légitime de Maduro. Donc, vous aurez d'un côté des civils. Peut-être qu'une partie de l'armée va rejoindre ces civils. Il y a déjà eu des mutineries récemment, sévèrement réprimées. Mais en tous les cas, on se dirige vers quelque chose d'assez original, puisque vous avez vraiment cette masse de gens qui en ont marre, d'autres déjà qui sont partis en plus, et les plus radicaux sont partis. Il faut savoir, moi j'ai fait un documentaire là-dessus, les grandes figures de l'opposition radicale sont partis. Aujourd'hui, il reste finalement ceux qui ont accepté quelque part le dialogue. Alors, Paolo Qui n'ont pas le choix. si ce Nicolás Maduro est haï de son peuple, pourquoi est-il toujours là? L'armée est vraiment aux ordres, elle ne peut pas se retourner un moment contre lui? Bien sûr qu'il y a un risque extrêmement fort d'affrontement entre camps militaires. En fait, c'est un jeu d'échecs, c'est ce qui se passe actuellement au Venezuela. Donc, on a attendu la réaction de la part du ministre de la Défense, Padrino López. Il a pris plus de 24 heures pour finalement manifester son soutien à Nicolás Maduro. Et encore, il y a quelque chose d'extrêmement parlant pour les Vénézuéliens qui sont habitués à une répression extrêmement forte qui monte tous les jours, en fait. C'est que si le ministre de la Défense a dit que c'était bien inconstitutionnel et que M. Guaido s'est trompé, il n'est pas en prison, M. Guaido. Donc ça, c'est un signe. Pourquoi? Parce qu'il y a 300 prisonniers politiques au Venezuela. Et donc, ça veut dire que la chaîne de commandement, elle est cassée dans la mesure où on n'obéit pas peut-être justement les ordres de répression, en fait. Donc c'est un jeu d'échecs qui se joue dans la scène nationale. Moi, je ne comprends pas bien. Est-ce que l'armée est sur le point de lâcher Nicolás Maduro, oui ou non? C'est que ça, on ne sait pas parce qu'il y a un délai. C'est-à-dire, tout ça est arrivé, il a déclaré illégitime qu'ils prennent les pouvoirs présidentiels. Parce qu'avant, il était dans une élection qui était légitime. Donc, il fallait attendre le 10 janvier. Donc, c'est ensuite, le lendemain, que Guaido dit c'est un usurpateur. Pourquoi c'est un usurpateur? Parce que si l'élection n'était pas légitime, donc il y a usurpation. Et c'est pour ça qu'il peut faire ce qu'il a fait Guaido, donc le 23 janvier. C'est-à-dire dire il y a un vide de pouvoir. Il y a un président mal élu et qui maintenant... C'est pour ça que je dis, c'est un jeu d'échecs, c'est une question d'étape et tout peut se décider en termes de violence entre les militaires et dans les heures qui suivent ou les jours qui suivent, il y aura... C'est possible qu'il y ait un affrontement militaire, on ne peut pas écarter cette possibilité. Pourquoi est-ce que Donald Trump, aussi vite, a dit oui, il a reconnu Juan Guaido, qui s'est autoproclamé et accordé président. une aide de 20 millions de dollars. Lui qu'on se plaint des interférences dans le jeu politique américain, il y a 20 millions de dollars qui est accordé effectivement à Antonio Guaido parce que Maduro est sa bête noire. D'ailleurs, la presse américaine ce matin se dit tiens, pour une fois, un dictateur que Trump n'aime pas. Parce que d'habitude, Kim Jong-un, les dictateurs du monde, il s'entend plutôt bien avec, Arabie Saoudite, Maréchal El-Sisi, etc. Là, il n'aime pas parce que, effectivement, on rejoue la vieille comédie États-Unis contre, c'est plus Cuba, c'est le Venezuela, et Trump pense qu'il peut gagner facilement. En même temps, les militaires américains n'ont pas vraiment envie d'intervenir, et on peut dire que cette déclaration de Trump est certainement le plus beau cadeau qu'il puisse faire à Maduro. Parce qu'effectivement, Maduro peut dire c'est pas la population du Venezuela qui proteste contre moi, c'est un complot américain. Et la thèse du complot américain
marche toujours, parce qu'il y en a eu beaucoup quand même. Mais on n'a pas attendu, monsieur Ouais, Trump alors on laisse pour parler, tomber on laisse là-dessus. parler, on laisse On terminer. n'a pas attendu Je Trump. terminer. C'était déjà le cas avec Ouais. monsieur Obama. Donc je veux juste dire Si ça. je peux terminer ma phrase. Il y avait déjà cette... Donc, ce que je disais, c'est que pour Maduro, le fait de dire, eh bien, vous voyez, c'est une fois encore, comme dans l'histoire séculaire, les États-Unis qui veulent renverser un pouvoir national souverain, et donc c'est la souveraineté, c'est la liberté qui est en cause. Alors, bien sûr, cet argument est largement fallacieux, mais Trump va l'aider. Et c'est pour cela qu'un pays qui peut être clé aujourd'hui, c'est le Mexique. Le Mexique qui veut mettre une médiation entre l'opposition et le gouvernement. Et le nouveau président mexicain, Obrador, lui, parle à tout le monde. Parce que les États-Unis ne peuvent pas être un médiateur. Quand vous avez choisi votre camp, vous ne pouvez pas être médiateur. Et l'Union européenne, et d'ailleurs la France, plutôt que de pencher un peu, en partie d'ailleurs, pour raison de politique intérieure, sur une ligne anti-Maduro très forte, ferait mieux de faire une alliance avec le Mexique pour trouver une solution. Parce que, comme vous l'avez dit, là, le moment est crucial. Soit on va vers la guerre civile, soit l'opposition perd parce que c'est des centaines de milliers de personnes, l'aide de Trump, mais l'armée fait que Maduro reste en place, et le Venezuela continue de se vider de son sang, de sa population, etc. Si on veut éviter ces deux scénarios catastrophes, d'un Venezuela avec Maduro au pouvoir qui continue à se perdre, à aller dans un trou sans fond, et une guerre civile parce que l'opposition prend le pouvoir, c'est une médiation politique. Et là, pour l'instant, il n'y a peut-être pas suffisamment de voix pour la mettre en place, et c'est là où le Mexique, qui peut prendre le leadership en Amérique latine, parce que Bolsonaro, on va en parler tout à l'heure, le Brésil n'est plus en mesure d'être un médiateur, a perdu beaucoup en influence, et le Mexique se relève. Et peut-être que l'arrivée au pouvoir simultanée de Obrador au Mexique et de Bolsonaro au Brésil peut constituer un changement de leadership régional qui passerait du Brésil au Mexique. Et là, il y a une carte extrêmement importante pour le Mexique à jouer. Et d'ailleurs, le Mexique, à l'instant, on apprend, propose sa médiation et propose de recevoir Nicolás Maduro et Juan Guaidó à Mexico et pour Maduro organiser... a accepté la proposition mexicaine. Donc c'est maintenant à l'opposition d'accepter. Philippe de Sertine, pour revenir sur cette histoire du Venezuela, comment expliquer que la Turquie soutienne Maduro, que la Chine soutienne Maduro, mais ça, vu d'Ankara, ça paraît très loin, Caracas. On a l'impression d'ailleurs qu'on a un axe Moscou-Pékin, Ankara qui se dessine, non ? Le même que vous avez en Syrie. En réalité, on est sur un affrontement, sur une ligne d'affrontement qu'on retrouve aujourd'hui dans le monde. Et c'est là, bien sûr, où ça peut rappeler la guerre froide. Parce qu'en réalité, on voit bien que le principe est effectivement cette opposition. Le Venezuela est le problème majeur des États-Unis, qu'incontestablement, un jour, les Chinois, probablement, pourront mettre en balance avec la question de la domination sur la mer de Chine, sur l'ensemble asiatique, en disant, écoutez, bon, on comprend peut-être que là, vous devez reprendre le contrôle de ces terres qui ne sont pas loin de vous, mais nous, en échange, évidemment, toute l'Asie doit être sous notre contrôle. On est vraiment dans cette logique-là. Et là, je crois bien sûr que derrière cette question pétrolière tout le temps, parce que même quand on évoque l'armée, il ne faut pas oublier que notamment le président Maduro a eu la bonne idée, on va dire, d'associer énormément les généraux, le plus haut état-major, au pétrole, parce que le pétrole est toujours la clé de lecture fondamentale à l'intérieur des affaires vénézuéliennes. Et là encore, effectivement, on voit le pétrole est absolument central dans la manière dont éventuellement on envisagera la crise et la sortie de crise. Donc la Chine se sert du Venezuela comme un moyen de contester la toute-puissance de Washington. L'anti-américanisme en Amérique du Sud et au Venezuela, on le sent au quotidien, il est fort ou pas ? Je trouve qu'on le sent partout dans le monde, en fait, et qu'on le ressort et régulièrement. Et au Venezuela, plus qu'ailleurs ? Non. Non, justement, on voit bien que cette opposition, elle n'est pas anti-américaine. Elle est moi-même, justement, un peu comme les Français à une certaine époque, sans faire de comparaison extrême, espérer un allié qui viendrait Donc le soutien de Trump n'est pas contre-productif. De régime autoritaire. Le soutien de Trump à Juan Guaidó. Mais alors, ce que je voulais dire tout à l'heure, excusez-moi, c'est pas la première fois qu'on entend ce discours de Maduro contre les Américains, parler de complot, etc. Ça fait 15 ou 20 ans, depuis que Chavez a pris le pouvoir en 99, qu'ils se sont toujours servis, comme les Cubains, du péril gringo, des Yankees, etc. Moi, je me souviens, j'étais en conférence de presse régulièrement avec Chavez, il tapait sur la table en disant « Yankee go home ». Donc c'est ça marche, ça. Mais bien sûr que ça marche. Ça marche. Surtout, aujourd'hui, plus qu'au Venezuela, ça marche à l'étranger. On sait très bien que de toutes les manières, la première puissance du monde énerve, souvent, parfois aussi avec raison. Il y a eu des erreurs de fait par le passé, on le sait très bien, notamment en Amérique latine, au Chili et autres, sauf qu'on ne peut pas comparer toujours ces situations. Le Chili d'Allende n'a rien à voir avec le Venezuela de Maduro. Allende était un démocrate, un philosophe, est un humaniste. Maduro est bien autre chose. Il est capable de tirer sur son peuple ce que n'avait jamais fait Allende. Il est capable d'emprisonner comme jamais
on voit que les comparaisons sont limitées. Donc cet anti-américanisme, finalement, il plaît. C'est un anti-américanisme de salon. En plus, on sait très bien que ça plaît beaucoup, notamment dans les capitales, dans les milieux intellectuels. On se raccroche à cette vieille révolution cubaine. Sauf que dans la réalité, les gens, le peuple, ils s'en moquent un peu. Ce qu'ils veulent, c'est manger, se soigner et qu'on leur donne un tout petit peu de bonheur. Ce qui n'est plus le cas au Venezuela, puisqu'ils s'en vont tous. Alors, Juan Guaido appelle à une grande manifestation la semaine prochaine. Qui est-il, ce Juan Guaido? Est-ce qu'il il était connu? Est-ce qu'il est connu d'ailleurs aux États-Unis? Quel âge a-t-il? Quel profil? Est-ce qu'il enthousiasme les foules? C'est un trentenaire qui a fait des études à l'université jésuite de Caracas. C'est une fratrie de 7 frères et sœurs. Il est fils et petit-fils d'officiers vénézuéliens. Il vient de la côte vénézuélienne, des Barans en fait. La famille, je veux dire, c'est une classe moyenne populaire. Il vient de La Guaira, du port de Caracas. Donc c'est un profil extrêmement intéressant. Est-il devenu subitement le chef de l'opposition? Voilà, donc il a été nommé par son parti Voluntad Popular président de l'Assemblée nationale. Et donc c'est à ce moment-là qu'on commence à les connaître parce que c'est un profil intéressant dans la mesure où c'est un opérateur politique avec des liens très forts avec les bases politiques qui restent au pays. Et donc surtout, il a pris des initiatives très particulières dont non, c'est pas un personnage connu, mais surtout ses défauts sont ses vertus dans la mesure où il n'est pas détesté par personne. C'est une nouveauté. Et donc, il y a surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une cohérence dans cette ligne politique qui est en train de se passer maintenant et que c'est quelque chose qui a été travaillé avec les alliés que l'opposition vénézuélienne a pu se faire à l'étranger. C'est-à-dire la communauté européenne n'a pas reconnu les élections de Maduro en mai 2018. Ça a déjà fait que la diaspora vénézuélienne, qui n'est pas uniquement cette question d'une opposition, mais ce sont des gens qui sont en train de chercher avec des allers-retours qui parfois leur coûtent leur emprisonnement, parce qu'il y a la question des prisonniers politiques. Pourquoi il y a tellement de prisonniers politiques? Parce que c'est justement la capacité de réprimer une organisation comme celle qui est en train de se passer aujourd'hui. Et il y a autre chose par rapport à la question des États-Unis. Vous me demandiez s'il était connu aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que ce sont des relations d'interdépendance, le Venezuela et les États-Unis, dans la mesure où c'est le 3e exportateur de pétrole aux États-Unis. Et pas seulement ça, c'est qu'aux États-Unis, il y a les raffineries vénézuéliennes qui fonctionnent, que c'est le principal actif de la Compagnie nationale de pétrole. Et faire un embargo sur le pétrole vénézuélien aurait un impact important dans l'économie américaine aussi, nord-américaine. Donc ça, c'est quelque chose, c'est pas uniquement une relation verticale, c'est une relation d'interdépendance, parce que l'économie pétrolière, elle est extrêmement mondialisée. Raffine le pétrole vénézuélien et donc elle y a un intérêt économique. En effet. Pour revenir à Guaido, son avantage, c'est qu'il est inconnu, justement. Et il n'est pas lié au passé. Il n'a pas trempé dans les affaires de corruption. Voilà, et ni parce qu'une partie de l'opposition était liée quand même à une droite radicale. Il n'a pas tous ces défauts-là. Son parti appartient à l'Internationale socialiste, donc il peut se présenter comme modéré. Et donc, même s'il avait participé il y a quelques années aux manifestations étudiantes en 2006-2007 contre le régime, il a également été aux États-Unis, mais il sort un peu de nulle part, donc il a tous les atouts. Et en fait, c'est le fait qu'il soit inconnu qui est sa plus grande force et qui lui permet de passer pour un homme neuf. Et sa grande intelligence a été d'avoir promis l'amnistie pour essayer justement de casser l'armée et de faire en sorte que les militaires se disent « qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'on prépare le court terme avec Maduro ou est-ce qu'on prépare le long terme avec ce nouveau venu qui est soutenu par l'étranger ?» Alors, impossible de parler de la crise que traverse actuellement le Venezuela sans évoquer son l'illustre prédécesseur de Nicolás Maduro, le père spirituel, celui qui se faisait appeler El Comandante, Hugo Chavez. Alors, Hugo Chavez, qui pour les uns est un dictateur aux accents populistes et pour les autres un héros du socialisme. Son grand projet fut la révolution bolivarienne. Les explications de Pierre Millet-Belando et Nicolas Baudry-Dasson. Ce jour-là, à l'ONU, Hugo Chavez s'exprime. Hier, le diable était ici. Un jour après le président américain, George W. Bush. Cet endroit sent encore le soufre. Ce jour-là, à l'ONU, la voix de la révolution bolivarienne résonne à l'international. 8 ans plus tôt, elle s'emparait d'un pays tout entier.
Et puis au Venezuela, depuis quelques heures, 11 millions d'électeurs sont appelés à élire un nouveau président. Donné favori dans les sondages, le leader du putsch manqué il y a 6 ans, l'ex-lieutenant-colonel Chavez. Hugo Chavez, ancien militaire putschiste déçu, fait campagne auprès des plus pauvres et de la ruralité. Son modèle, Simón Bolívar, légendaire figure indépendantiste sud-américaine du 19e siècle. Dans un Venezuela riche en ressources pétrolières et pourtant ravagé par la misère, il l'annonce. Il prendra aux plus riches pour donner aux plus pauvres. Vous, les enfants de Simón Bolívar, vous allez briser les chaînes de l'esclavage. Ces chaînes qui entravent le Venezuela. Et vous allez balayer ces politiciens pourris. Toute cette pourriture. Élu à la tête de ce qui s'appelle désormais la République bolivarienne du Venezuela, il met en œuvre son programme ultrasocial. Avec l'argent du pétrole, il met en place un système de 8000 coopératives. Hugo Chavez s'est aussi communiqué, comme lorsqu'il annonce en direct le licenciement de patrons de grands groupes pétroliers. Hors-jeu, éliminé. Merci pour vos services. Mais sa présidence divise le Venezuela. L'opposition libérale gagne souvent la rue et dénonce la corruption, la censure des médias et l'emprisonnement d'opposants politiques. Nous devons nous débarrasser de lui et de son équipe. C'est pour ça que je manifeste. Ceux qui pensent que le Venezuela est mort se trompent. Le Venezuela est bien vivant et il se bouge. Chaque année, les tensions s'accentuent. La révolution bolivarienne est presque terrassée en 2002. Un coup d'État laisse le pays sans président pendant 48 heures. Dans les rues de Caracas s'affrontent pro et anti-Chavez, dans des scènes de guerre civile. Mais Hugo Chavez reste finalement en place. Le pays réel finalement l'a emporté parce que le pays réel tient dans ses mains le drapeau de la raison. Il est même réélu à 4 reprises. En tout 14 années de règne, durant lesquelles l'économie du pays s'enfonce dans la crise, plombée notamment par le choc pétrolier de 2008. Fragilisé, Chavez dispose pourtant de soutien à l'international. L'Iranien Mahmoud Ahmadinejad, le président syrien Bachar el-Assad ou encore le colonel Kadhafi. En France, Jean-Luc Mélenchon ne cache pas son émotion à la mort d'Hugo Chavez en 2013. Ce qu'est Chavez ne meurt jamais. C'est l'idéal inépuisable de l'espérance humaniste de la révolution. Que faire d'une révolution qui perd son leader? Les obsèques d'Hugo Chavez se transforment en intronisation de Nicolás Maduro, ancien ministre des Relations extérieures. Les pauvres, les désespérés, en tout lieu et en tout temps, nous, petits enfants d'esclaves, nous sommes son testament vivant. Nicolás Maduro, dont l'élection à la tête du pays est immédiatement contestée et rapidement suivie d'une nouvelle crise pétrolière. Économie, politique, rien ne va pour l'héritier d'Hugo Chavez, que certains voient déjà comme le dernier représentant de la révolution bolivarienne. Alors, question téléspectateur, la crise que connaît aujourd'hui le Venezuela est-elle un héritage de la politique d'Hugo Chavez? Philippe de Sertine. C'est la question simple et la réponse est un tout petit peu plus compliquée. Hein, vous voyez, c'est oui et non. Non quand même, parce qu'il faut vraiment se rappeler, quand on a vu là dans le reportage, on voit le début, on va dire, du règne, enfin, ou de l'arrivée d'Hugo Chavez. À ce moment-là, l'économie vénézuélienne n'allait pas bien. On a eu des émeutes terribles, etc. On était avec des dysfonctionnements. C'est là-dessus aussi qu'il a pu construire, on va dire, un nouveau modèle de société au départ, hein, dans lequel il y avait bien cette idée que les classes les plus pauvres du Venezuela allaient pouvoir accéder à un peu plus de prospérité, de santé, etc. C'était en 1999 et son idée c'était de partager l'argent du pétrole. Exactement, exactement. Et donc là, on va dire, de ce point de vue, quand il prend le Venezuela en main, on ne peut pas considérer qu'avant ça marchait bien.
Alors ensuite, effectivement, il va avoir d'une part une politique de sous-investissement par rapport au pétrole, et ça c'est un choix qui a été fait, enfin un choix politique, et d'autre part évidemment, alors là pour le coup, et comme la Russie, comme l'Arabie Saoudite... La compagnie pétrolière vénézuélienne, faute d'investissement, va dépérir. Oui, c'est ça, enfin, ou en tout cas, elle va se retrouver de plus en plus avec ce problème qu'on évoquait tout à l'heure, c'est vraiment un extraordinaire trésor pétrolier, et en même temps c'est un pétrole qui est un pétrole compliqué, qui oblige justement à un raffinage, qui oblige à une approche, on va dire, de création de valeur directe importante. Vous êtes obligé, vous avez du fuel très très lourd qui sort, donc pour être vraiment avec le maximum de valeur, faut le traiter derrière. Comme vous le disiez tout à l'heure, les usines aux États-Unis, c'est elles en fait qui reprennent le maximum de valeur par rapport au prix qu'elles ont payé au Venezuela. Alors après, effectivement, ce qu'on peut considérer, c'est que la fin du règne de Chavez et surtout ensuite avec Maduro, alors ils sont eux-mêmes confrontés au choc pétrolier, ça ne faut pas l'oublier. Le choc pétrolier, il a le même effet sur la Russie, il a le même effet sur l'Arabie Saoudite même, ou sur l'Iran ou l'Irak. Pour le Venezuela, il est absolument catastrophique, c'est l'effondrement des cours. Et effectivement, alors là, du coup, un pays totalement dépendant de sa rente pétrolière, qui véritablement s'effondre sur lui-même. François-Xavier Freland, la belle idée que de vouloir partager avec le peuple les bénéfices du pétrole, qui est un bien commun quand on est vénézuélien, pourquoi cette belle idée s'est-elle mal terminée ? Et a-t-elle fonctionné à un moment ? Ou est-ce que c'était l'affichage ? Oui, enfin... Alors, en tous les cas, je pense que beaucoup de Vénézuéliens ont effectivement appuyé cette idée. C'est un pays avec énormément de différences, d'inégalités sociales. Voilà. Elles sont pires aujourd'hui, mais enfin, en tous les cas, elles l'étaient à l'époque où Chavez a pris le pouvoir, et il est arrivé grâce à ça aussi. Et ça a marché au début ? Ça a marché un petit peu, puisque effectivement, grâce quand même à une politique de soutien social, il y a eu des missions dans les bidonvilles, on a redistribué un petit peu, il y avait énormément d'argent qui coulait du pétrole, puisque vous vous souvenez qu'il était à 100, 110 ou 150 le prix du baril de brut, donc c'était vraiment beaucoup d'argent qui rentrait dans les caisses, et malheureusement, il y a eu aussi pas mal de corruption, donc il y a beaucoup d'argent, et ça, il y a une chaviste de la première heure qui le dit, et qui est aujourd'hui une dissidente que j'ai rencontrée et qu'on voit dans mon documentaire, qui est Madame Luisa Ortega Díaz, qui est l'ancienne procureure générale, qui a été nommée par Chavez, ou sous Chavez en 2007, son mari était un membre du Parti social uni du Venezuela, le parti de Chavez, ces gens-là se sont retournés contre Maduro, puisqu'à un moment, ils se sont dit, c'est plus possible, le régime est totalement corrompu, en tous les cas, c'est elle qui le dit, l'argent a été redistribué entre eux, beaucoup ont placé d'ailleurs leur argent aux États-Unis, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup ont leur compte bloqué par les Américains même, et donc à un moment, tout est parti un petit peu dans le décor. Chavez était un monsieur, je crois, qui avait énormément d'envie pour son pays, je crois sincère au début, qui s'est un petit peu perdu dans la politique, un petit peu égocentrique, voire même beaucoup, voire même franchement mégalomane, et on le voit d'ailleurs dans toutes ces apparitions télévisées, éloquent, extraordinaire, manipulateur, comme souvent malheureusement le sont les grands leaders de certains régimes. Paola Vasquez, résultat c'est qu'aujourd'hui dans les magasins, enfin le Venezuela vit une crise dans les magasins, on manque de tout. Oui, et je voudrais ajouter deux choses. La première, c'est que lorsque Chavez arrive au pouvoir, la production de pétrole vénézuélienne était de 3,5 millions de barils par jour. Aujourd'hui, elle est à 700 000. Donc, ça veut dire que cet effondrement est extrêmement important, avec un impact, et c'est pas uniquement la question de la chute du prix du baril, c'est quand même toute une série de choix par rapport à l'industrie pétrolière qui sont à prendre en compte. Et par rapport aux réussites sociales de Chavez, en effet, grâce à la redistribution directe, parce que tous les pays pétroliers ont des mécanismes de redistribution de la rente pétrolière. Et le Venezuela avait fonctionné entre 1958 et 1998 avec un régime de démocratie représentative dans lequel les gouvernements décidaient comment réinvestir cette rente. Et là, c'était plutôt réussi avec beaucoup de défauts, mais avec beaucoup de qualité aussi. C'est-à-dire qu'on a pu constituer un réseau de santé publique, un réseau d'éducation et toute une série de réussites qui ont fait que le Venezuela accueillait les migrants du pays de toute l'Amérique latine. Donc l'Argentine, le Chili, ils étaient dans des dictatures. Le Venezuela était une démocratie qui accueillait
tous les réfugiés politiques des dictatures du Sud. Donc, ça a plus ou moins marché jusqu'à 1998. Donc, par rapport à ce modèle qui a mis en place Chavez de redistribution directe, ça a finalement achevé l'économie non pétrolière. Et si on achève l'économie non pétrolière, on n'a pas de quoi manger ni de produire. Et si on mise tout sur les devises issues, c'est-à-dire des dollars issus pour de la acheter des biens d'importation, on fait une économie complètement importatrice. Ouais. Et si on ferme la manne des dollars pour l'importation, on a la pénurie. Donc, je reviens à votre question. Voilà. Pourquoi il n'y a rien? Parce qu'il n'y a pas de dollars pour importer et il n'y a pas de production locale pour produire. Et ça, c'est un effet, ça veut dire comme que je le dis, des guerres. Vénézuélien moyen, aujourd'hui, a du mal à manger à sa faim? Bien sûr, il y a les gens, dans les magasins, la moyenne, c'est une perte de poids de 7 kilos par personne, et vous le voyez dans les rues de Caracas, c'est-à-dire c'est une famine, c'est une crise humanitaire. Et là, c'est intéressant par rapport, parce que c'est une crise humanitaire où il n'y a pas de camps de réfugiés, mais que les personnes, comme dans votre reportage, sortent avec leurs valises. La Colombie reçoit 2000 Vénézuéliens par jour qui marchent à pied des classes populaires, des milieux populaires, des ouvriers qui sont au chômage. Donc là, il faut voir aussi un contexte de crise migratoire qui est une crise humanitaire. 10% de la population du Venezuela a fui. Philippe de Sertine, il y a un chiffre, l'inflation, on comprend 10%, 100% déjà ça devient compliqué. Il paraît que l'inflation au Venezuela est de 1 million de pourcents. 1 300 000. Oui, alors ça veut dire quoi? Et ça veut dire quoi? Les prix changent quoi 3 fois par jour? Non, ça veut dire vous venez le matin, la baguette est à 1 euro, le soir elle est à 1,20 €? Ça veut dire fondamentalement vous n'avez plus de monnaie en réalité. Ça veut dire qu'on est dans quelque chose, vous voyez, où c'est vraiment l'Allemagne de la République de Weimar, quoi, qu'on a connu nous en Europe dans les années 20, où on disait le temps d'arriver chez le boulanger, il fallait 2 brouettes pour acheter une baguette de pain. C'est exactement ça, quoi. On est dans quelque chose où il n'y a plus de monnaie, donc il n'y a plus de confiance. Et quand il n'y a plus de monnaie, vous voyez, il n'y a plus de référence sur le long terme. Et c'est tout le problème, c'est que du coup, on n'investit plus. On ne pense plus le futur, parce que de toute façon, vous voyez, quand vous investissez, ça veut dire que vous bloquez de la monnaie, votre monnaie, elle vaut rien. Elle vaut rien du tout. Donc là, une économie totalement importatrice qui a besoin de cela et qui n'a plus aucune référence monétaire, ça veut dire qu'elle est juste dans une logique de troc. Elle essaie d'échanger aujourd'hui, effectivement, quasiment, vous voyez, on revient à ces autres conflits mondiaux qu'on a connus, quoi, pétrole contre nourriture. On est vraiment dans cette espèce de survie de la population du pays. On ne peut même plus parler du pays, parce que le pays est complètement effondré sur lui-même. Je crois vraiment là, comme vous le disiez, depuis 3 jours, les médias s'intéressent au problème Venezuela. Mais le Venezuela s'effondre depuis des mois et des mois en silence. C'est quelque chose d'absolument abominable, effectivement, pour une population entière. On est au-delà de la crise économique. Là, on est dans la crise, réellement dans la crise, on va dire, humanitaire au sens le plus propre. Pascal Boniface, on est vraiment là face à une double faillite politique et économique? Ah oui, complètement. C'est vrai que le Venezuela s'effondre comme sur un toboggan vers le déclin. Et donc Nicolas Maduro n'y survivra pas? Non, il peut, par la force, mais il peut rêver du sort de Bachar el-Assad, qui se maintient par la force au pouvoir et qui fait tout pour rester au pouvoir à la tête d'un pays détruit. Bachar el-Assad est à la tête d'un pays détruit, il se maintient au pouvoir, il a gagné la guerre, et d'ailleurs, je pense que ça peut donner des idées à Maduro pour dire rien n'est tout à fait perdu. La grande erreur, je pense, de Chavez parce qu'effectivement, après 1974, le premier choc pétrolier, le Venezuela devient riche. C'était pas non plus le paradis pour tout le monde. Carlos Andrés Pérez a été condamné pour corruption. La corruption ne date pas de cela. Mais l'erreur de Chavez, ça a été de redistribuer sans investir. Et donc, quand les choses vont bien, effectivement, c'était pas d'autres pays pétroliers sont tombés dans ce travers, mais au moins, par exemple, les pays du Golfe se disent, tiens, à l'après-pétrole, il faut y penser. Chavez ne s'est pas posé cette question-là. Et donc, il a redistribué. Il a aussi fait une campagne internationale en distribuant des aides un peu partout parce que ça lui donnait un statut très, très fort. C'est pour cela qu'il était courtisé. Mais il n'a pas pensé, quand la marée était haute, à investir pour le moment où la marée est basse. Et donc, après, effectivement, un pays où 96% des exportations viennent du pétrole, s'il n'y a plus de production agricole, pas de production industrielle, et que rien n'est produit sur place, qu'il faut tout importer, quand le pétrole devient moins cher et que vous n'avez plus de dollars pour acheter à l'étranger,
c'est des magasins vides, entièrement vides, effectivement. Il a un peu effectivement. investi parce qu'il y a beaucoup d'idéologie, il y a cette espèce de marxisme latent qui fait qu'il faut nationaliser, on a mis ses copains en plus. Oui, mais pas plus, honnêtement, pas plus que Carlos Andrés Pérez et la compagnie pétrolière. Je ne suis pas d'accord. Ouais, de toute façon, on ne va pas faire un débat sur l'histoire du Venezuela des années 70. Disons que la corruption au Venezuela n'est pas née en 98, c'est quand même une histoire assez longue. Mais effectivement, c'était priorité. En fait, il n'a pas anticipé. Il n'a pas anticipé les évolutions. Il était dans le moment et pas dans le long terme. Philippe de Sertine. Juste au passage, quand le Venezuela a eu besoin d'un peu d'argent dans cette période vraiment récente, qui c'est qui a prêté au Venezuela? La Chine. C'est-à-dire là, c'est pour ça à nouveau, on retrouve la finance aujourd'hui. Et la Russie également, mais enfin, ils ont prêté de l'argent à Maduro qu'ils veulent récupérer. Oui, ils ont aussi vendu des armes. Alors il y a à la fois des intérêts économiques parce que Rosneft, la compagnie russe, est très investie dans le pétrole vénézuélien. Et puis c'est, comme on le disait tout à l'heure, le grand jeu d'opposition, le combat en fait entre la Chine d'un côté, la Russie et les États-Unis de l'autre. Il se déroule également en Amérique latine. Alors, révolution dans la rue au Venezuela et révolution dans les urnes au Brésil, puisque le nouveau président Jair Bolsonaro a pris ses premières fonctions le 1er janvier, a pris ses fonctions. Un saut dans l'inconnu pour 280 millions de Brésiliens qui scrutent avec attention les premières décisions du leader d'extrême droite, des premiers pas entre cafouillage et provocation que nous racontent Laurent Hirsch et Christophe Roquet. C'est l'une de ses cibles favorites. À chaque fois qu'il le peut, comme ici en début de semaine dernière, Nicolás Maduro dit ce que lui inspire le nouveau président du Brésil, Jair Bolsonaro, et il ne prend pas de gants. Bolsonaro, c'est un Hitler des temps modernes. En revanche, il lui manque le courage et la détermination. C'est une marionnette aux mains d'adeptes d'une secte. Jair Bolsonaro ne laisse personne indifférent. Le 1er janvier dernier, à Brasilia, le leader d'extrême droite est officiellement investi président du Brésil. À 63 ans, il prend la tête d'un pays dirigé les 15 années précédentes par des gouvernements de gauche et du centre. Ici et aujourd'hui, je m'engage devant vous à nous libérer tous du socialisme. Parmi ses toutes premières mesures, une promesse emblématique de sa campagne, Jair Bolsonaro signe un décret facilitant considérablement la détention d'armes à feu. Pour garantir à tous les citoyens le droit à la légitime défense, voici mon arme de président. Capitaine de réserve, ouvertement nostalgique de la dictature militaire, Jair Bolsonaro compte dans son gouvernement, très blanc de peau, pas moins de 7 hauts gradés à la retraite pour seulement 2 femmes. L'une d'entre elles est ministre de la Famille. Peu après sa nomination, Damares Alves déclenche une avalanche de sarcasme à cause de cette vidéo. Comme Jair Bolsonaro, Damares Alves est une évangélique très pieuse qui défend des valeurs traditionnelles sans concession. Je suis contre l'avortement, même en cas de grossesse après un viol. Au Brésil, un violeur peut être condamné à 18 ans de prison, mais il n'en fera que 6. Le bébé, lui, en cas d'avortement, a le droit à la peine de mort. C'est pourquoi, même en cas de viol, je suis contre l'avortement. Une reprise en main idéologique du pays, censée passer également par la réécriture des manuels scolaires. Le nouveau président voulait y supprimer toute référence à la diversité ethnique du pays, mais face au tollé, il a renoncé. Ça, c'est le Brésil. Les indigènes font partie du peuple brésilien. Et puis au Brésil, il y a une communauté gay et lesbienne. Eh bien, ces images-là aussi, il veut toutes les mettre à la poubelle. Un climat d'homophobie décomplexé, dans lequel ce député gay de Rio vient d'annoncer quitter le pays et renoncer à son mandat. Il dit craindre pour sa vie. Sur le plan économique, Jair Bolsonaro a un programme ultra-libéral. Il y a 3 jours, il est venu le défendre à Davos, son premier déplacement à l'étranger, en ouverture du célèbre forum.
On va baisser la pression fiscale, simplifier les lois pour faciliter la vie de ceux qui travaillent, des entrepreneurs et des investisseurs. On va créer des emplois. On va favoriser la stabilité de notre économie en respectant nos engagements, en privatisant et en assurant l'équilibre des comptes publics. Des propos dont les milieux économiques se délectent. Depuis l'élection de Jair Bolsonaro en octobre dernier, la bourse de Sao Paulo a bondi de près de 15%. Alors, question téléspectateur. Le président brésilien soutient-il Nicolás Maduro ou Juan Guaidó, donc le leader de l'opposition, Pascal Boniface? Il soutiendra tous ceux qui s'opposent à Maduro, parce qu'il déteste la gauche et Maduro est de gauche, parce que Trump déteste Maduro et donc Bolsonaro adore Trump, donc il va soutenir, ça c'est Guaidó aujourd'hui, mais si n'importe qui était le leader de l'opposition, il serait soutenu par Bolsonaro qui veut chasser tout ce qui est de gauche du continent latino-américain et du Brésil. Et en plus, il applique totalement la politique de Trump. Donc effectivement, il reprend un peu le combat qu'il aurait mené contre Chavez et contre tous ceux qui se réclament à tort ou à raison de la gauche sur le continent latino-américain. Ça veut dire qu'on pourrait avoir une Amérique du Sud qui bascule pro-Trump, pro-Amérique? En tous les cas, l'Amérique du Sud est basculée à droite. Dans les années 2000, il y avait beaucoup de pouvoir à gauche. Lula au Brésil, Michelle Bachelet en Argentine, Kirchner plus ou moins en Argentine, il y a eu Michelle Bachelet au Chili, en Uruguay, etc. Et là, vous avez une carte de l'Amérique latine qui était relativement rose dans les années 2000, qui est maintenant parfaitement bleue. Il n'y a que quelques pays qui ne sont pas à droite. Alors il y a l'extrême droite au Brésil, il y a une droite plus modérée au Pérou ou au Chili, mais il y a un glissement à droite parce qu'en fait c'est le dégagisme. C'est le dégagisme que l'on connaît en Europe. Et bien, il y a un dégagisme en Amérique latine. Les gens disent que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas suffisamment bien fait. C'est l'effet un peu en retard de la crise. Et donc, tous ceux qui étaient au pouvoir ont été balayés par les électeurs depuis 3-4 ans. Il y a encore beaucoup d'élections à venir. Et alors, à l'exception du Mexique, là aussi, c'est le dégagisme et qui, cette fois-ci, a profité plutôt au centre-gauche. Mais aussi le dégagisme. Comme François-Xavier Freland, comment vous voyez les jours à venir là, à Caracas donc le Juan Guaidó qui appelle à de nouvelles manifestations. Le peuple ne va pas lâcher malgré les emprisonnements, etc. Et Nicolás Maduro, avec tous les échecs dont on a parlé, finira par... Je voudrais donner une note d'espoir aux Vénézuéliens, parce que je considère que j'ai beau être journaliste, j'ai vécu dans ce pays, j'ai vécu quelques souffrances, j'ai partagé quelques souffrances. J'ai des amis vénézuéliens ici, un petit peu comme autrefois on avait des amis chiliens qui étaient sous le joug ou qui avaient fui la dictature de Pinochet. J'ai l'impression... Ça veut dire quoi? C'est la souffrance de ne pas pouvoir exprimer ses opinions ou c'est la souffrance au quotidien d'avoir de la... Écoutez, moi j'ai des amis, par exemple leur mère n'a pas pu se faire opérer d'une maladie bénigne parce qu'il n'y avait pas les moyens, parce que les hôpitaux manquent de moyens, etc. Voilà, c'est ce type de choses qui finissent par vous toucher directement, humainement. Donc pour revenir à votre question, moi je suis un petit peu pessimiste parce que je vous dis, c'est pas la première fois qu'il y a beaucoup de monde dans la rue, c'est pas la première fois qu'il y aura un leader qui tentera de s'élever contre ce régime totalement cadenassé grâce à l'armée. La seule note d'espoir, c'est effectivement qu'il y ait une faille au sein de l'armée, peut-être même aussi une dissidence dans le mouvement chaviste. Il y a des gens qui sont partis, qui ont quitté le mouvement et qui le critiquent de plus en plus. Et peut-être que ces gens-là feront bouger cette espèce de tour impossible à surmonter. Mais vraiment, je crains que Guaidó, s'il n'est pas soutenu militairement, je ne vois pas comment il va pouvoir rester très longtemps en place ou alors il sera obligé de fuir comme tous les autres. Parce que si Guaidó, et je reviens sur ce que disait monsieur tout à l'heure, Boniface, si Guaidó est là, c'est aussi parce que tous les autres, alors ceux qui sont restés au Venezuela sont assignés à résidence, dès qu'ils lèvent le petit doigt, dès qu'ils critiquent le régime, ils risquent d'aller en prison. C'est le cas de celui qui avait failli battre Maduro en 2013, monsieur Capriles Radonski, qui aujourd'hui ne peut plus rien faire. C'est le cas de Leopoldo López, qui a déjà fait de la prison et qui est assigné à résidence, qui ne peut plus sortir de chez lui. Et les autres, je vous le disais tout à l'heure, sont tous partis. Vous avez l'ancien maire de Caracas, qui vit en exil en Espagne. Vous avez l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui est très important, M. Julio Borges, qui vit lui aussi en exil. Et puis vous avez cette dame que j'ai rencontrée ici, Luisa Ortega Díaz, dissidente chaviste. Juan Guaidó, qui a énormément de soutien, donc y compris parmi de nombreux pays d'Amérique du Sud, qui a un soutien militaire de Donald Trump, qui a dit qu'il n'excluait rien. En face, jusqu'où Vladimir Poutine, jusqu'où Xi Jinping seront-ils prêts à défendre Nicolás Maduro? Est-ce qu'on peut avoir un clash? Non.
Alors vous savez qu'il y a des avions dotés d'armes nucléaires russes qui ont atterri à Caracas parce que c'est pour voler loin, c'est pour faire des manœuvres, mais ni les Chinois ni les Russes n'enverront des militaires se battre là-bas. Ils n'ont pas envie, c'est trop loin, ça ne serait pas accepté par l'opinion publique, il n'y a que des coups à prendre. Donc c'est un soutien politique, économique, stratégique, mais il n'y aura pas une guerre russo-américaine par procuration au Venezuela. Il peut y avoir une guerre civile, effectivement, et l'armée contre le peuple, avec des soutiens minoritaires du peuple pour Maduro, mais un soutien quand même. Maduro est maintenant rejeté par la population, l'immense majorité de la population vénézuélienne, il garde des soutiens minoritaires, mais non, il n'y aura pas de guerre par procuration. Mais par contre, on voit que c'est un bras de fer stratégique avec, effectivement, et vous souliez tout à l'heure le cas de la Turquie, effectivement, on retrouve la ligne de clivage qu'il y a en Syrie, parce que la Turquie est quand même membre de l'OTAN. Mais là, elle se retrouve dans le camp opposé une fois encore des États-Unis, et ce n'est pas la première fois. Ça ne commence pas à devenir problématique, ça d'ailleurs, pour la Turquie, qui maintenant n'est jamais dans le camp des Américains. C'est problématique pour les Américains. Les Turcs s'en portent très bien, eux, parce que finalement, les Américains sont devant cette impasse. Alors, en Amérique latine, le groupe de Lima, qui réunit la plupart des Latino-Américains, veut le départ de Maduro. Vous avez quelques soutiens, c'est Nicaragua, Cuba et Bolivie, ça compte pas beaucoup. Et il y a le Mexique qui essaye donc cette médiation. Paola Vázquez, à l'instant, on apprend que Juan Guaidó dit qu'il n'acceptera pas un faux dialogue avec Nicolás Maduro. Vous avez des contacts, j'imagine, au Venezuela. Que disent-ils, les gens là-bas? Est-ce qu'ils ont peur d'aller manifester ou est-ce qu'ils sont au-delà de la peur et ils sont déterminés, là, tout ce week-end? On ira dans les rues à Caracas, on le fera tomber. Il y a deux choses importantes. La première, c'est les signes du gouvernement de Maduro hier qui a nommé 4 nouveaux ambassadeurs en Chine, en Russie, en Mexique et à Cuba. Donc vous avez 4 nouveaux ambassadeurs qui sont partis prendre ces nouvelles ambassades. Et ça, c'est les signes que Maduro cherche donc des soutiens pour plusieurs choses. Peut-être pas seulement pour le soutien en interne, mais aussi pour la suite. Donc c'est quelque chose qui permet les spéculations des analystes sur place. Quel est le mouvement derrière ça? Et l'autre chose, c'est les délais des 72 heures que Maduro a donné aux peu diplomates américains des États-Unis qui restent à Caracas. Il les a dit donc de partir, il leur a dit de partir, donc il y a un délai de 72 heures. Qu'est-ce qui va se passer là? C'est-à-dire, si les diplomates des États-Unis quittent le Venezuela, reconnaissent d'une certaine manière le gouvernement de Maduro. Mais s'ils ne les quittent pas, il peut avoir donc une confrontation plus tendue. Et là, la peur s'installe, bien sûr, dans l'opinion publique vénézuélienne, la peur qui peut s'exprimer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a presque pas de médias dans ces pays, et tout presque soutient, tout fonctionne par des Dans par ce des romantisme qu'on a sur l'Amérique du Sud, on se dit, la parole est libre là-bas. On les voyait, les gens, ils n'avaient pas peur, ils se montraient leur visage, on l'a vu dans les reportages. Non, écoutez, lorsque Guaidó a prêté serment, si on mettait un écran, comme je l'ai fait, 2 chaînes les plus importantes vénézuéliennes, dans une chaîne, vous aviez un cours de maquillage et dans l'autre chaîne, un cours de cuisine. Rue, la parole est libre. Écoutez-moi, ça veut dire la télé, que... Oui. Non, mais c'est les médias les plus importants du pays. Donc, il n'y a plus de presse écrite. Il n'y a pas de journaux papier au Venezuela. El Nacional ne circule plus, Tal Cual ne circule plus parce qu'il n'y a pas de papier, parce qu'il y a, en fait, on a fermé. Donc, il n'y a presque pas... Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que les gens sont très incommuniqués et c'est pour ça qu'on dit, mais pourquoi ils ne sortent pas plus? Parce que la capacité des partis politiques de communiquer et de faire bouger les masses est très limitée. Et c'est pour ça que la mobilisation du 23 janvier, il faut la prendre en compte parce qu'ils ont réussi à faire mobiliser pas seulement Caracas, les manifestations ont été dans Avec les médias sociaux, alors? Ça a été dans tous les pays, avec les peu de forfaits qu'ils peuvent avoir avec leur petit téléphone portable. On a réussi à faire sortir des gens dans les villages les plus éloignés parce qu'il y a cette possibilité de voir, parce qu'ils ont bien compris, les Vénézuéliens, que sans changement de politique, il n'y aura pas d'amélioration économique. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, y a-t-il des éléments objectifs qui justifient la contestation de l'élection du président? Pascal Boniface, pourquoi dit-on que Nicolás Maduro a été mal élu en mai dernier? Parce que l'opposition n'a pas pris parti à l'élection et donc il n'y avait vraiment pas d'opposants parce qu'il y avait beaucoup de heurts, etc. et que Maduro a un peu forcé l'élection. Donc c'est effectivement une élection que l'opposition qui n'y a pas participé ne reconnaît pas. Le Venezuela de l'actuel président Maduro est-il un régime démocratique et libertaire
ou une dictature militaire brutale? Alors François-Xavier Frelon, on le situe où le Venezuela quand même? Un peu du côté, il y a quand même un petit peu d'élection ou c'est une dictature militaire? Je suis spécialiste Venezuela, je ne suis pas expert en dictateur. Mais honnêtement, pour répondre à votre question, pas tout à fait d'accord avec M. Boniface. C'est plus qu'une opposition qui a boycotté le scrutin. C'est aussi, il y a eu des cas de fraude qui ont été dénoncés un peu partout. Par exemple, sur le taux de participation qui a été un petit peu élevé, remonté vers le haut par le régime, pour donner l'impression qu'il avait été élu quand même par une certaine partie des Vénézuéliens. Un score qui était déjà très faible en participation, je crois que c'était 40 ou 50%, 50 ou 60%. En réalité, l'opposition avait d'autres chiffres qui parlaient plutôt de 30%. Et dans les rues de Caracas, au moment du vote, et dans les grandes villes du pays, c'est un pays quand même très urbain, vous n'aviez quasiment pas de queue devant les bulletins de vote. Donc tout le monde savait que personne n'allait voter. Donc ça fait partie, si vous voulez, des éléments visuels qui ont été... et en plus, vous n'aviez pas beaucoup d'observateurs internationaux pour cette élection-là. Donc voilà. J'ai la réponse, je crois que je vous donne une réponse. Bon, démocratie plus qu'imparfaite. Voilà. La vie de Juan Guaidó est-elle menacée par l'armée de Maduro? Paola Vasquez, Juan Guaidó, alors il a été arrêté par l'armée, puis il a été relâché 1 heure après, on n'a pas très bien compris. Là. Ça, c'était très intéressant parce que ça montrait bien qu'il avait la capacité de parler et surtout que du côté, disons, des forces de sécurité de l'État, il n'y avait pas l'unanimité pour le retenir. Parce qu'au Venezuela, ce qui a fait l'actualité, ce n'était pas qu'il soit en prison ou qu'il soit arrêté, mais qu'on les libère. On l'a libéré une demi-heure après. Et c'est là qu'il y a l'élément surprise, parce que lorsqu'il a pris la présidence de l'Assemblée nationale et il a fait son discours où il déclarait Maduro usurpateur. Pourquoi l'usurpation? Ce n'était pas un boycott de l'opposition, ça ne tombait pas du ciel. C'est que la remise en cause de l'autorité électorale vénézuélienne était très sérieuse. C'était prouvé techniquement qu'il y avait tous les éléments pour commettre une fraude. Lors de ces élections-là, même les dissidents chavistes le disent. C'est-à-dire, c'était un fraude. Donc il a été libéré 1 heure après. Pourquoi alors? On a libéré... parce que, comme il dit lui-même, ils ont reçu les appels, parce que c'est la police politique qui a fait ce travail-là de l'arrêter. Et donc, il y a eu des appels, il y a des ordres et des contre-ordres, et ce qui laisse donc indiquer qu'il y a ce qu'on appelle une rupture dans la chaîne de commandement des autorités. Il est soutenu par une partie des autorités. C'est fort possible et ce n'est pas ouvertement dit. Et ça, c'est assez cohérent par rapport au fait qu'il ne soit pas encore en prison. Philippe de Sertine, on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on peut parler d'un retour à la guerre froide? Moscou versus Washington avec non, je Pékin. répète, de toute façon, oui, c'est ça. Non, c'est vraiment dans cet ordre-là, plutôt. Ce serait Pékin et Washington. Ouais. On est effectivement aujourd'hui, et peut-être vu de Chine, peut-être encore plus d'ailleurs, mais enfin maintenant aussi vu des États-Unis, dans une logique d'affrontement. En Chine, on le dit ouvertement. Et là, pour le coup, les militaires chinois le pensent réellement. Donc on est vraiment dans une logique d'opposition, mais avec peut-être comme dans la guerre froide, et ce qu'on disait tout à l'heure, probablement pas dans une logique d'affrontement direct, mais dans une logique, effectivement, on va dire, d'affrontement réel pour savoir qui est leader dans différentes zones du monde. Qui est maître à Caracas? Est-ce que ce sont les Chinois qui sont influents ou est-ce que c'est Washington? Je répète, à mon sens, les Chinois aujourd'hui sont en train de prendre un certain nombre de positions qui leur permettront un jour probablement de négocier sur l'Asie. Alors, quoi qu'on pense de Nicolás Maduro, tout cela ne sent-il pas l'intervention des États-Unis comme au Chili en 1973? C'est vrai que ça fait penser un peu à ça, les procès des républiques bananières qu'on veut installer en Amérique du Sud. Il y a un historique long, mais là, la situation est un peu différente parce que Allende était contesté, mais il était quand même élu par le peuple, il était populaire, et il y a eu un coup d'État de la CIA. Alors, bien sûr, on peut dire qu'il y a une partie des gens qui reprochent à Chavez d'avoir fait la redistribution, mais quand même, on n'est pas du tout dans les mêmes configurations. C'est là l'erreur de Trump, c'est que, je veux dire, moins il intervient, plus la tâche de l'opposition vénézuélienne est facile, parce que ça évite ce type de comparaison, effectivement. Mais Trump n'est pas contrôlable et là, il vient au secours indirect de Maduro. Cela étant, même du temps d'Obama, le Venezuela posait problème aux États-Unis. On va dire que c'est vraiment quelque chose, effectivement, qui est un vrai souci pour les Américains depuis longtemps. Parce qu'on a compris que Maduro s'est construit politiquement en opposition. Même Chavez. Et même Chavez. Voilà. Quelle est la position d'Emmanuel Macron et de la France vis-à-vis du chaos politique au Venezuela? Pour nous,
Il s'est prononcé déjà, Emmanuel Macron. Dès son premier discours devant les ambassadeurs, donc en août 2017, il condamnait Maduro. Et là, il a salué ceux qui marchaient pour la liberté, donc l'opposition. Effectivement, donc il a pris une position en flèche contre Maduro pour différentes raisons, mais avant même le début de cette crise. C'est cohérent depuis mai 2018, en fait. C'est la même position. Il n'a pas changé. C'est maintenant que ça devient visible, mais c'est la même position. Et l'Union européenne appelle à faire de nouvelles élections. Il n'a jamais reconnu Maduro lors de la deuxième l'Allemagne élection. cet après-midi suivent plutôt la position de Macron. Bon. Et donc on attend les jours qui viennent pour savoir si oui ou non Nicolás Maduro va rester à la tête du Venezuela. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h20. On se donne rendez-vous, nous, demain à la même heure pour un nouveau C'est dans l'air. C'est dans l'air qui, je le rappelle, est disponible en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Merci de votre fidélité. Bonne soirée sur France 5. À suivre, c'est à vous.